pendant que mes cousins célébraient leurs millions aux funérailles de mon grand-père, je restais là, tenant une enveloppe froissée avec un unique billet d'avion à l'intérieur. Tout le monde s'est moqué de moi ce jour-là. 6 mois plus tard, ils imploraient mon pardon. Je m'appelle Mathieu Dubois, et je suis sur le point de vous raconter comment le pire jour de ma vie est devenu le début de tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les joueurs de cette partie que mon grand-père a orchestrée depuis l'au-delà. Il y avait Alexandre, mon cousin aîné, debout dans son costume sur mesure à 5 000 €, répétant déjà son discours de PDG pour les employés de l'entreprise. Chloé, sa sœur, cachait à peine son excitation derrière ses lunettes de soleil de créateur, planifiant probablement quel filtre Instagram mettrait le mieux en valeur son nouveau yacht à Saint-Tropez. Leurs parents, Vincent et Béatrice, se tenaient là comme des vautours qui auraient enfin trouvé leur festin. La main de mon oncle se tendait déjà vers les papiers que tenait le notaire. Et puis il y avait moi, le prof d'histoire géo au lycée qui avait conduit pendant 3 heures dans une vieille Renault Clio qui avait besoin de nouveaux freins, juste pour dire au revoir à la seule personne de cette famille qui m'ait jamais vraiment vu. Grand-père Roland avait bâti un empire à partir de rien, transformant une simple péniche de transport en « les transports Morel », et tout le monde voulait sa part de son royaume. Tout le monde sauf moi. Je voulais juste 5 minutes de plus pour jouer aux échecs avec le vieil homme qui m'avait appris que les coups les plus puissants sont ceux que personne ne voit venir. Ces funérailles n'étaient pas seulement pour dire adieu à Roland Morel. C'est le jour où j'ai appris que parfois, le plus petit cadeau renferme le plus grand secret, et que parfois, les gens qui se moquent de vous se tiennent sur un sol qui est sur le point de s'effondrer sous leurs pieds. Mon réveil sonnait à 6 heures tous les matins de la semaine, comme il l'avait fait ces 6 dernières années depuis que j'avais commencé à enseigner au lycée Jean Moulin à Créteil. Le plafond de mon 2 pièces avait la même tache d'humidité que je fixais depuis 3 ans, qui ressemblait à la Corse si on plissait assez les yeux. Le chien de mon voisin aboyait déjà, ponctuel comme une horloge, et je pouvais entendre Madame Nguyen commencer ses exercices de tai chi à travers les murs fins comme du papier à cigarette. C'était ma vie, prévisible, modeste et complètement différente du monde dans lequel j'avais grandi. Voyez-vous, être un Morel signifiait quelque chose dans certains cercles. Cela signifiait club nautique et école privée prestigieuse, résidence secondaire sur la Côte d'Azur et portefeuille d'actions. Mais pour moi, cela signifiait choisir entre payer mon loyer et réparer l'embrayage de ma voiture, parce que j'avais tourné le dos à tout cela pour enseigner la Révolution française et les 30 glorieuses à des adolescents. Mon père, Denis, comprenait ce choix. Il était le seul à l'avoir jamais fait. Papa est mort quand j'avais 15 ans, d'une crise cardiaque à son bureau alors qu'il examinait des contrats pour la division de son frère Vincent au sein de l'entreprise de grand-père. Il avait passé toute sa vie à être le responsable, le fiable, celui qui ne se plaignait jamais quand Vincent s'attribuait le mérite de ses idées. La dernière chose qu'il m'ait dite était « Mathieu, ne les laisse pas faire de toi quelqu'un que tu n'es pas. Ton grand-père m'a fait ça et regarde où j'en suis. » 3 heures plus tard, il n'était plus là. Ma mère, Hélène, a ramassé les morceaux après ça. Elle était infirmière à l'hôpital Henri Mondor, faisant des gardes de 12 heures pour nous maintenir à flot après avoir appris que papa avait cédé la plupart de ses parts de l'entreprise pour aider Vincent à couvrir de mauvais investissements. C'était tout lui, toujours à réparer les erreurs des autres, croyant toujours que la famille signifiait le sacrifice. Maman n'a jamais dit un mot amer à ce sujet, mais j'ai vu comment elle a regardé Vincent aux funérailles de papa, et j'ai compris que parfois, la colère la plus profonde n'a pas besoin de mots. Grand-père Roland était un mystère enveloppé dans un costume 3 pièces. Il avait bâti les transports Morel à partir d'une unique péniche qu'il avait achetée avec l'argent mis de côté après avoir servi dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand je suis né, il possédait une flotte de navires de charge, des entrepôts dans 12 villes et assez d'argent pour acheter tout ce qu'il voulait. Mais voilà le truc avec mon grand-père. Il ne croyait pas aux dons. Il croyait au mérite. Chaque carte d'anniversaire venait avec un billet de 20 € et un mot qui disait « Fais en plus ». Chaque cadeau de Noël était quelque chose de pratique, comme des livres sur le commerce ou des certificats pour des cours en ligne de comptabilité. Le seul moment où grand-père Roland semblait vraiment s'intéresser à moi, c'était pendant nos parties d'échecs du dimanche. Ça a commencé quand j'avais 10 ans, juste après que j'ai gagné le tournoi d'échecs de mon école. Il est arrivé à notre appartement un dimanche matin, a installé un échiquier et a dit « Montre-moi ce que tu vaux ». J'ai perdu en 12 coups, mais il est revenu le dimanche suivant, et le suivant, et finalement ces parties sont devenues la seule constante entre nous. Tu joues comme ton père, m'a-t-il dit une fois, trop soucieux de protéger tes pièces, pas assez concentré sur la victoire. Peut-être que je ne veux pas tout sacrifier juste pour gagner,
ai-je répondu. Il a vraiment souri à ça. Le premier vrai sourire que j'ai jamais vu de sa part. C'est peut-être pour ça que tu es le seul qui m'intéresse encore, Mathieu. Alexandre et Chloé n'ont jamais compris ces parties d'échecs. Alexandre était trop occupé à suivre grand-père au bureau, à apprendre les marges bénéficiaires et les niches fiscales. Il avait obtenu son MBA d'HEC, l'ancienne école de grand-père, et ne laissait personne l'oublier. Chaque dîner de famille se transformait en conférence TED personnelle d'Alexandre sur l'optimisation des marchés et les acquisitions stratégiques. Il parlait en jargon et en diapositives PowerPoint, transformant chaque conversation en argumentaire commercial. Chloé avait une approche différente. Elle s'était transformée en marque, racontant sa vie d'héritière des transports sur les réseaux sociaux. 200 000 abonnés la regardaient poser sur divers bateaux dans diverses tenues de créateurs dans divers ports européens. Elle appelait ça « construire sa plateforme », mais en réalité, elle dépensait juste l'argent de grand-père en attendant d'en avoir plus. Sa plus grande réussite fut d'obtenir la coche bleue sur Instagram et de sortir avec un banquier suisse propriétaire d'un vignoble. Vincent et Béatrice, les parents d'Alexandre et Chloé, étaient le couple de pouvoir par excellence, de la manière la plus creuse qui soit. Vincent avait gravi les échelons jusqu'à devenir directeur financier des transports Morel, bien que le plus gros du travail fût fait par son assistante. Béatrice passait son temps dans les galas de charité, non pas parce qu'elle se souciait des causes, mais parce qu'elle aimait voir sa photo dans les pages mondaines du Figaro. Ils vivaient dans une maison si grande qu'ils avaient besoin d'un interphone pour se parler. Et puis il y avait moi, enseignant la Constitution de la Ve République à 43 adolescents, corrigeant des copies sur une table de cuisine achetée dans un vide-grenier, et me sentant plus épanoui qu'aucun d'eux ne pourrait l'imaginer. C'était ma vie avant les funérailles, avant l'enveloppe, avant que tout ne change. Je pensais savoir qui j'étais et d'où je venais. Il s'avère que je regardais les mauvaises pièces sur l'échiquier depuis le début. Le cercle de l'Union interalliée à Paris n'avait jamais semblé aussi suffocant que cet après-midi d'octobre. Grand-père Roland avait spécifiquement demandé que son testament soit lu ici, dans le même salon lambrissé de chêne où il avait négocié ses plus gros contrats autour d'un cognac et de cigares. La table en acajou reflétait nos visages comme un miroir sombre, et je pouvais voir Alexandre ajuster sa Rolex pour la 3e fois en 5 minutes. Nous venions juste du cimetière où la pluie d'automne avait transformé l'enterrement en un désordre boueux dont Béatrice s'était plainte pendant tout le trajet. Avant de commencer, Maître Durand, l'avocat de la famille, ajusta ses lunettes cerclées de métal et s'éclaircit la gorge. Je veux que vous sachiez tous que Roland a été très précis concernant ses arrangements. Il a revu ce testament une semaine avant son décès. Vincent se pencha en avant, ses mains formant déjà des points d'anticipation. Nous comprenons, Durand. Roland a longuement discuté du plan de succession avec moi. C'était un mensonge, et tout le monde le savait. Grand-père ne discutait jamais des affaires en dehors du bureau, et il ne promettait certainement jamais rien à personne. Mais Vincent avait raconté à qui voulait l'entendre qu'il prenait la relève en tant que PDG, qu'Alexandre serait son bras droit, et que l'héritage familial était assuré. Procédons, alors. Maître Durand ouvrit le dossier relié en cuir. À mon fils aîné, Vincent Morel, et à son épouse, Béatrice, je lègue la villa de Saint-Tropez, et le portefeuille d'investissement contenu dans le compte se terminant par 471. Béatrice agrippa le bras de Vincent, son bracelet en diamant captant la lumière. La maison de Saint-Tropez. Oh, Vincent. Il s'est souvenu à quel point nous aimions cet endroit. À mon petit-fils, Alexandre Morel, continua Maître Durand, je lègue les transports Morel et tous ses actifs opérationnels, à la condition qu'ils maintiennent les niveaux d'emploi actuels pendant au moins 1 an. Alexandre se leva si vite que sa chaise grinça contre le sol. Je le savais, grand-père. Je ne te décevrai pas, il sortait déjà son téléphone, probablement pour mettre à jour son profil LinkedIn avec le titre de PDG. À ma petite-fille, Chloé Morel, je lègue l'appartement haussmannien avenue Montaigne à Paris et le yacht, Sérénité, actuellement amarré à Antibes. Chloé poussa un cri qui aurait pu briser du cristal. L'appartement ? Oh mon Dieu, vous savez ce que ça vaut ? Et le yacht ? Mes abonnés vont halluciner. Maître Durand se tourna vers moi, et je vis dans ses yeux quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Et à mon petit-fils, Mathieu Dubois, je lègue ceci. Il sortit une petite enveloppe blanche, usée au coin, mon nom écrit dessus de l'écriture tremblante de grand-père. La pièce devint silencieuse pendant exactement 2 secondes avant qu'Alexandre ne se mette à rire. C'est une blague ? La voix d'Alexandre se cassa d'amusement. C'est tout,
Une enveloppe? Je la pris avec des mains stables, bien que mon cœur battît la chamade. Le papier semblait fin, insignifiant. À l'intérieur se trouvait un unique billet d'avion. Rome, aller simple, départ dans 48 heures. Laisse-moi deviner. Alexandre m'arracha le billet des mains avant que je puisse l'arrêter. Un billet en classe éco. Oh, c'est tordant. Le prof s'offre des vacances. Chloé enregistrait déjà avec son téléphone. C'est vraiment hilarant. Mathieu, ta tête en ce moment. Ne t'inquiète pas. Peut-être qu'il t'a aussi laissé des miles de fidélité. Vincent se leva, redressant sa cravate avec l'autorité de quelqu'un qui venait de tout gagner. Roland a toujours dit que tu manquais de l'instinct de tueur pour les affaires, Mathieu. Au moins, il t'a donné quelque chose de sympa. Rome est charmante à cette époque de l'année. C'est probablement sa façon de dire au revoir, ajouta Béatrice, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Un petit voyage pour t'aider à digérer tout ça. Quelle attention. Ma mère, qui était restée silencieuse dans un coin, prit enfin la parole. C'est tout, maître Durand? Cela conclut la distribution des biens, répondit Durand en fermant le dossier. Il y a une lettre personnelle pour Mathieu, à n'ouvrir qu'à son arrivée à Rome. Une lettre? Alexandre hurlait de rire maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire? Désolé que tu sois pauvre. Profite bien des pizzas. Alexandre, ça suffit, dit Vincent, bien qu'il souriait. Mathieu a choisi sa voie. Il voulait être enseignant, et Roland a respecté cela assez pour lui faire un cadeau d'adieu. Nous devrions tous être reconnaissants pour ce que nous avons reçu. Je regardais à nouveau le billet. 15 octobre, 15 heures. Arrivée, vol à l'Italia 61. Pourquoi si précis? Pourquoi Rome? Grand-père n'avait jamais mentionné l'Italie pendant toutes nos années de partie d'échecs. Il avait parlé de Shanghai, de Londres, de Hambourg, mais jamais de Rome. Eh bien, je me levai, glissant le billet dans l'enveloppe. Je suppose que je ferais mieux de faire mes valises. Tu y vas vraiment? Chloé semblait sincèrement surprise. Tu vas utiliser tes jours de congé maladie pour un voyage au hasard à Rome. Mon grand-père m'a donné un billet, dis-je, croisant leurs regards tour à tour. Le moins que je puisse faire est de l'utiliser. Vincent secoua la tête. Sentimental idiot, tout comme ton père. Denis n'a jamais compris non plus que l'émotion n'a pas sa place dans les affaires. C'est à ce moment-là que j'ai su que je prenais définitivement cet avion. Parce que Vincent avait tort à propos de mon père, tort à propos de moi, et peut-être, juste peut-être, tort à propos de ce que grand-père m'avait vraiment laissé. Le billet ne pesait rien dans ma poche, mais d'une certaine manière, il semblait plus lourd que tous les millions dont il venait d'hériter. En sortant de ce club privé, leur rire me suivant jusqu'au parking, je me souvins des derniers mots de grand-père lors de notre ultime partie d'échecs. Les meilleurs coups, Mathieu, sont ceux que ton adversaire ne voit jamais venir. La pluie s'était arrêtée, et pour la première fois de la journée, le soleil perça les nuages. Cette nuit-là, assis à ma table de cuisine, je fixais le billet d'avion tandis que mon ordinateur portable affichait le solde de mon compte en banque, 1847,23 €. Mon loyer était dû dans 5 jours. Ma voiture avait besoin de nouvelles plaquettes de frein. J'avais 43 dissertations sur la guerre de 1914 à 1918 à corriger. Chaque partie logique de mon cerveau hurlait que s'envoler pour Rome était de la folie. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser au visage de grand-père lors de notre dernière partie d'échecs, juste 2 semaines avant sa mort. Il avait été différent ce jour-là, plus doux en quelque sorte, comme s'il avait enfin cessé de jouer un rôle qu'il tenait depuis des décennies. Mathieu, avait-il dit, déplaçant son cavalier d'une manière que je n'avais pas reconnue. Que sais-tu de la confiance? Elle se gagne, elle ne se donne pas, avais-je répondu. La même réponse qu'il nous avait inculquée depuis l'enfance. Non, mon garçon. La vraie confiance, c'est savoir quand suivre sans comprendre pourquoi. Ton père le savait. Il m'a fait confiance avec quelque chose une fois, quelque chose de précieux, et je l'ai déçu. Mais toi, Mathieu, tu es différent. Tu ne veux rien de moi. Jamais, grand-père. Je sais. C'est pourquoi, le moment venu, tu me feras confiance, même quand tout le monde pensera que tu es un idiot. Maintenant, tenant ce billet, ces mots ressemblaient moins à un souvenir qu'à un message. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. J'y vais,
ai-je dit dès qu'elle a répondu. Je savais que tu le ferais, répondit Hélène sans hésitation. Ton grand-père m'a appelé le mois dernier. Il n'a pas dit grand-chose, juste que je devais soutenir la décision que tu prendrais après les funérailles. Maman, c'est de la folie. Je ne peux pas me permettre de manquer le travail. J'ai des responsabilités. Mathieu, ton père m'a dit un jour que Roland n'avait pas toujours été l'homme que nous connaissions. Il disait qu'il y avait un avant et un après dans la vie de son père, et que nous n'avions connu que l'après. Peut-être que ceci concerne l'avant. J'ai passé la matinée suivante au lycée Jean Moulin à organiser mon remplacement. Mon proviseur, Monsieur Washington, n'était pas ravi de cette demande soudaine, mais je n'avais jamais pris un seul jour de congé maladie en 6 ans, alors il a approuvé à contre-cœur 3 jours d'absence. 3 jours pour m'envoler pour Rome et comprendre à quel jeu mon grand-père jouait. Monsieur Dubois, ça va, m'a demandé Jasmine, l'une de mes élèves les plus brillantes, après mon dernier cours. Vous avez l'air différent aujourd'hui. Je pense juste à l'histoire, Jasmine. Comment parfois les moments les plus importants ne ressemblent à rien quand ils se produisent. J'ai voyagé léger, un seul bagage à main avec 2 changes et le vieux carnet en cuir de mon père que je portais depuis ses funérailles. L'Uber pour l'aéroport Paris-Charles de Gaulle m'a coûté 32 € que je ne pouvais pas me permettre, mais j'étais déjà engagé dans cette folie. À la porte d'embarquement, en attendant d'embarquer, j'ai ressorti l'enveloppe. C'est là que j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué. Dans le coin, à peine visible, était écrit un petit nombre au crayon. 1947, l'année où grand-père aurait eu 22 ans. L'année après qu'il ait quitté la résistance. L'hôtesse de l'air appela mon groupe d'embarquement, et je fis la queue derrière une famille qui se disputait sur l'attribution des sièges. La mère essayait de jongler avec 2 enfants pendant que le père vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle. Des gens normaux avec des problèmes normaux, pas en train de se demander pourquoi leur grand-père décédé les avait envoyés dans un mystérieux voyage à travers l'Europe. J'ai trouvé mon siège, 32B, siège du milieu au fond de l'avion. Bien sûr, Alexandre avait eu raison, c'était la classe éco. L'homme à ma gauche dormait déjà et ronflait. La femme à ma droite avait réquisitionné les 2 accoudoirs et regardait un film sur son iPad sans écouteurs. Alors que l'avion décollait, Paris rapetissant sous nous, j'ai pensé à Alexandre, probablement déjà dans le bureau de grand-père, assis dans son fauteuil, se sentant comme un roi. Chloé devait certainement poster des photos du coucher de soleil depuis le yacht à ce moment-là. Vincent et Béatrice rencontraient probablement des conseillers financiers pour leur nouvelle fortune. Et moi, j'étais là, à l'étroit en classe éco, volant vers un mystère avec de l'argent que je n'avais pas. Mais quelque chose semblait juste. Pour la première fois depuis la mort de grand-père, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. L'hôtesse de l'air est passée avec les boissons. Monsieur, quelque chose à boire? Juste de l'eau, merci. Elle me tendit une bouteille, et en la dévissant, je me souvins d'une autre leçon d'échec. Grand-père avait sacrifié sa dame, la pièce la plus puissante, pour gagner une partie. J'avais été choqué, incapable de comprendre pourquoi il abandonnerait autant. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu as, Mathieu, avait-il expliqué. Il réside dans ce que tu es prêt à perdre pour gagner quelque chose de mieux. La plupart des gens ne voient pas au-delà de la perte. C'est pourquoi ils ne gagnent jamais vraiment. L'avion vira vers l'est, s'enfonçant dans la nuit vers Rome et ce que grand-père y avait caché. Mes cousins pensaient avoir gagné tout ce qui comptait. Mais alors que je m'installais pour le vol de 2 heures, j'avais le sentiment que la vraie partie de grand-père ne faisait que commencer, et que j'étais la seule pièce qu'il avait positionnée pour la jouer. Le commandant de bord annonça notre altitude de croisière, et je fermai les yeux, le carnet de mon père pressé contre ma poitrine, faisant confiance au plan d'un homme mort, même si je ne pouvais pas voir l'échiquier. Les roues touchèrent le sol de l'aéroport Fiumicino de Rome à exactement 15h07, heure locale. Mes jambes étaient engourdies, mon dos me faisait mal et j'avais à peine dormi. Les annonces en italien se mêlaient à l'anglais pendant que nous roulions vers la porte et soudain, la réalité m'a frappé. J'étais à Rome, sans réservation d'hôtel, sans plan, et sans la moindre idée de ce que je devais faire ensuite. L'immigration fut un tourbillon de tampons et de questions. Motif de la visite, demanda l'officier dans un anglais accentué. Honnêtement, je ne sais pas, répondis-je, trop fatigué pour mentir. Il me regarda étrangement, mais tamponna mon passeport quand même. Benvenuto in Italia. J'ai suivi la foule vers la récupération des bagages, même si je n'avais que mon bagage à main. Le hall des arrivées était un chaos. Des familles se retrouvant,
des chauffeurs tenant des pancartes pour des hommes d'affaires, des touristes l'air perdu. J'étais sur le point de me diriger vers la sortie quand je l'ai vu. Une pancarte imprimée professionnellement indiquant « Mathieu Dubois », tenue par un homme dans un costume noir coûteux. Mon cœur s'arrêta. Je m'approchai avec précaution. « Je suis Mathieu Dubois. » Le visage du chauffeur s'illumina de soulagement. « Monsieur Dubois, enfin. Venez vite, s'il vous plaît. » Son anglais était fortement accentué, mais clair. « Qui vous envoie ? » Votre grand-père a tout organisé il y a des mois. Je m'appelle Lorenzo. S'il vous plaît, nous avons une longue route. Il prit mon sac avant que je puisse protester et me conduisit dehors jusqu'à une berline Mercedes noire qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 ans. L'air d'octobre était doux, rien à voir avec le froid automnal de la région parisienne. Lorenzo m'ouvrit la portière arrière, et je me glissai sur des sièges en cuir qui semblaient être des nuages. « Où allons-nous » demandai-je alors qu'il s'éloignait du trottoir. « Au domaine Montury, à 1 heure au nord, dans les collines de la Sabine. » Je ne comprends pas. Mon grand-père n'a jamais mentionné de domaine en Italie. Lorenzo croisa mon regard dans le rétroviseur. Monsieur Roland, il possédait le domaine depuis 45 ans. Il venait chaque septembre, 1 semaine, toujours seul. 45 ans. Cela voudrait dire depuis 1980, quand j'avais moins 12 ans. Le calcul n'avait aucun sens. Rien n'avait de sens. Nous laissâmes l'étalement de Rome derrière nous, grimpant dans des collines couvertes d'oliveraies et de vignobles. Le paysage était d'une beauté presque douloureuse, comme tiré d'un film sur la quête de soi en Italie. Lorenzo conduisait avec une confiance italienne, prenant les virages à des vitesses qui me faisaient agripper la poignée de la portière. « Comment connaissiez-vous mon grand-père » demandai-je. Mon père était son premier chauffeur. Quand papa est mort, j'ai pris la relève. Ça fait 20 ans maintenant. Je conduis monsieur Roland quand il vient. 20 ans de visite en septembre dont aucun de nous ne savait rien. Qu'est-ce que grand-père avait caché d'autre? La route devint plus étroite, serpentant à travers un petit village où de vieux hommes assis devant un café nous regardaient passer. Puis Lorenzo tourna sur une route privée bordée de cyprès. Au bout, des portails électroniques s'ouvrirent automatiquement, révélant une villa qui me coupa le souffle. 3 étages de pierre couleur miel, des terrasses surplombant des vignobles sans fin, des jardins qui semblaient appartenir à une peinture de la Renaissance. Lorenzo se gara devant d'immenses portes en bois qui devaient avoir des siècles. Avant que je puisse réaliser ce que je voyais, les portes s'ouvrirent et une femme âgée apparut. Elle était élégante d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent et tout à voir avec la grâce. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon simple, ses yeux du même gris acier que ceux de grand-père. Elle marcha lentement vers moi, des larmes coulant sur son visage, et je sus, avant même que Lorenzo ne prononce les mots qui changèrent tout. « Mathieu » dit doucement Lorenzo. « Voici votre grand-mère, Sophia Morel. » Le monde bascula. J'ai dû m'agripper à la voiture pour ne pas tomber. C'est impossible. Ma grand-mère est morte avant ma naissance. Sophia m'atteignit alors, ses mains prenant les miennes, sa poigne étonnamment forte. Ta grand-mère française est morte, Carole, oui, mais moi, je suis bien vivante. Son accent était musical, son français parfait mais formel. Elle étudia mon visage comme si elle le mémorisait. Tu as ses yeux, murmura-t-elle. Mais l'esprit doux de ton père. Entre, Mathieu. Il y a tant de choses à te dire. L'intérieur de la villa était d'une élégance sobre, rien à voir avec le manoir tape à accent grave-l'œil que possédaient Vincent et Béatrice. Sophia me conduisit à un salon où les murs étaient couverts de photographies. J'ai vu mon grand-père, jeune et rieur, devant une petite église, une photo de mariage. Grand-père et Sophia, à peine la vingtaine, rayonnant de bonheur. Nous nous sommes mariés en 1947, dit Sophia, me regardant digérer tout cela. Roland était venu en Italie après la guerre pour aider à la reconstruction. Nous nous sommes rencontrés à un bal à Rome. Il était si beau, si plein de rêves. Nous sommes partis de rien, juste quelques hectares de vignes qu'un ami nous a vendus pour presque rien. Elle versa 2 verres de vin d'une carafe en cristal. C'est de notre vignoble. Eredita, nous l'appelons. L'héritage. Le vin était extraordinaire, complexe et riche. Je ne comprends pas. Grand-père avait toute une vie ici. Plus qu'une vie, Caro. Il avait une famille, moi, notre fils Augusto,
les petits-enfants qu'il n'a jamais rencontrés parce qu'il a choisi la France à la place. Il vous a quitté? La guerre de Corée a commencé. Roland a senti l'appel du devoir. Il devait partir 6 mois. Sa voix ne portait aucune amertume, juste de la tristesse. Mais il a rencontré ta grand-mère française pendant une permission. Elle était enceinte de Vincent. Un homme d'honneur aurait divorcé de moi, mais Roland ne pouvait se résoudre à abandonner ni l'une ni l'autre vie, alors il les a gardées séparées, secrètes. Mes mains tremblaient. Il a vécu un mensonge complet. Non, Mathieu, il a vécu 2 vérités. Il nous aimait toutes les deux, de différentes manières. Le vignoble a grandi, est devenu prospère. Il envoyait de l'argent, venait chaque année, mais il n'a pas pu choisir. Jusqu'à maintenant. Elle se dirigea vers un bureau ancien et en sortit un épais dossier. Les vignobles d'Hérodita International. 47 millions d'euros d'actifs. C'est à toi, Mathieu. Il a été très précis. Pas Vincent, pas Alexandre, toi. Les documents que Sophia me tendit étaient accablants. Acte de propriété, contrat, relevé bancaire, tout prouvant que mon grand-père avait bâti un empire entièrement distinct de ce côté-ci des Alpes. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la vidéo qu'elle a lancée sur un vieil ordinateur portable, enregistré juste un mois avant la mort de grand-père. Son visage remplit l'écran, et pour la toute première fois, il avait l'air en paix. Mathieu, si tu regardes ceci, c'est que tu m'as fait assez confiance pour prendre ce vol. Bien. Tu as toujours été le seul à comprendre que certaines choses comptent plus que l'argent. Tes cousins ont eu ce qu'ils ont toujours voulu de moi, l'apparence du succès. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Les transports Morel perdent de l'argent à flot depuis 3 ans. Je l'ai caché dans les comptes, mais Alexandre est sur le point d'hériter d'un désastre. L'appartement a 3 hypothèques. Le yacht est en leasing. La villa de Saint-Tropez. La banque en possède 70%. Je leur ai donné exactement ce qu'ils m'ont montré. Ils appréciaient les prix creux qui semblent dorés de l'extérieur. Il se pencha plus près de la caméra. Mais toi, Mathieu, tu me rendais visite chaque dimanche juste pour jouer aux échecs. Tu n'as jamais rien demandé. Jamais manœuvré pour une position. Tu as choisi l'enseignement plutôt que l'argent parce que tu voulais un but. Alors je te donne ce que tu n'as jamais demandé. La vérité, une famille, et oui, une richesse qui est bien réelle. Le vignoble produit 2 millions de bouteilles par an. La villa est dans la famille de Sophia depuis 300 ans. Ton oncle Augusto gère les opérations, il attend de te rencontrer. Tes cousins Marco et Elena sont des gens bien élevés. Rien à voir avec Alexandre et Chloé. C'est ton véritable héritage. Une famille qui valorise le travail, une terre qui produit quelque chose de réel, et un héritage bâti sur la vérité, pas sur les mensonges. Il fit une pause, ce regard perçant familier revenant dans ses yeux. Oh, et Mathieu, ton prochain coup t'appartient, mais voici mon conseil. Alexandre appellera d'ici 1 mois, implorant de l'aide. Sois plus gentil avec lui qu'il ne l'a été avec toi. C'est ce qui te rend meilleur. Échec et maths, mon garçon. L'écran devint noir. Sophia me serra doucement l'épaule. Il parlait de toi constamment, dit-elle. À chaque visite, des histoires sur son petit-fils, le professeur qui a choisi le sens plutôt que l'argent. J'ai passé 3 semaines en Italie, à tout apprendre. Oncle Augusto ressemblait tellement à mon père que ça me serrait la poitrine. Il dirigeait les opérations du vignoble avec une efficacité tranquille, jamais amer d'être le fils caché. Marco et Elena, mes cousins italiens, m'ont accueilli comme un frère revenant de la guerre. Ils m'ont appris le vin, la terre, le grand-père qu'ils connaissaient par opposition à celui que je connaissais. Il était différent ici, m'a dit Elena un soir alors que nous marchions dans les vignes. Plus léger. Il travaillait dans les champs, les mains dans la terre, en riant. Pas l'homme d'affaires que tu as connu. L'appel d'Alexandre est arrivé exactement 23 jours plus tard. J'étais de retour à Créteil, donnant mes cours, quand mon téléphone a sonné à minuit. Mathieu, c'est Alexandre. Il faut qu'on parle. Sa voix avait perdu toute son arrogance. L'entreprise est en faillite. Les comptables ont tout découvert. Papa a perdu la maison. L'appartement de Chloé a été saisi hier. Tout est parti. Je suis désolé, Alexandre. Non, tu ne le es pas, et tu ne devrais pas l'être.
On a été horrible avec toi. Il fit une pause, et je l'entendis lutter. Grand-père t'a laissé quelque chose de réel, n'est-ce pas? Oui. Tant mieux. Tu le mérites. Tu étais le seul qu'il aimait vraiment, au lieu d'aimer son argent. J'ai fait une offre à Alexandre le lendemain. Gérer la distribution américaine des vins Hérodita. Un salaire, pas de part. Il a accepté immédiatement. Chloé a mis plus de temps à ravaler sa fierté, mais elle a fini par se ranger. Elle est en fait douée pour le marketing quand elle vend quelque chose de réel au lieu de se vendre elle-même. Elle est maintenant fiancée au fils de Lorenzo, vit à Rome et apprend le métier depuis la base. Vincent et Béatrice ont déménagé dans un petit appartement en Normandie. Vincent a trouvé du travail comme comptable. Béatrice a trouvé un emploi au printemps. Ils ne me parlent pas, mais Alexandre dit qu'ils sont en fait plus heureux, forcés de compter l'un sur l'autre au lieu de l'argent. Ma mère a emménagé dans la maison d'amis sur la propriété en Provence que j'ai achetée avec mon premier versement. Elle a pris sa retraite et passe ses journées à peindre, ce qu'elle avait toujours voulu faire mais n'avait jamais eu le temps. Et moi, j'enseigne toujours, mais seulement à temps partiel maintenant. Les étés, je les passe en Italie à apprendre le métier du vin, à connaître la famille que je n'ai jamais su que j'avais. Mes élèves trouvent hilarant que leur prof d'histoire possède un vignoble. Je m'en sers pour leur enseigner le commerce international, l'agriculture et les entreprises familiales. La semaine dernière, j'étais dans la villa en train de jouer aux échecs avec oncle Augusto quand il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu sais, ton grand-père disait toujours que le gagnant n'est pas celui qui prend le plus de pièces, mais celui qui sait quelle pièce compte vraiment. J'ai regardé l'échiquier, puis les vignobles par la fenêtre, puis la photo de grand-père sur le mur, jeune et plein d'espoir en 1947. Il a gagné, ai-je dit. Il a juste fallu 60 ans pour que la partie se termine. Augusto a souri. Non, Mathieu, c'est toi qui as gagné. Tu ne savais simplement pas que tu jouais. Cette enveloppe froissée dont ils s'étaient tous moqués. Ce n'était pas juste un billet d'avion. C'était une invitation à découvrir qui j'étais vraiment, d'où je venais vraiment, et ce qui comptait vraiment. Mon grand-père a donné à mes cousins ce qu'ils pensaient vouloir et m'a donné ce que j'ignorais avoir besoin. La dernière bouteille de vin que grand-père a personnellement produite est dans mon appartement à Créteil, non ouverte. L'étiquette dit « Hérodita 2024 » et en dessous, de son écriture, pour Mathieu, qui a compris que le meilleur héritage n'est pas ce qu'on vous donne, mais ce qu'on vous confie de continuer. Chaque dimanche, je joue encore aux échecs. Parfois avec Augusto en Italie, parfois avec mes élèves à Créteil, parfois seul, en pensant au vieil homme qui a orchestré la plus longue partie que j'ai jamais vue. Il m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en vérité, en famille, et dans le courage de faire confiance quand rien n'a de sens. Il s'avère que l'échiquier que tout le monde regardait, ce n'était qu'une diversion. La vraie partie se déroulait sur un échiquier complètement différent, dans un autre pays, dans une autre langue. Et grand-père s'était assuré que j'étais le seul à recevoir une invitation pour jouer. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que parfois, les plus petits cadeaux renferment les plus grandes surprises. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où quelque chose d'apparemment insignifiant a changé votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur les familles, les secrets, et les manières inattendues dont la vie révèle qui nous sommes vraiment.